On va prendre un petit quart d'heure pour la discussion. Merci pour ce très bel exposé, si je peux me permettre de savoir, je ne sais pas comment je l'évalue, mais de manière intéressée et désintéressée. Et il y avait quand même un lien avec la vérité, sinon dans l'objet de la beauté, mais dans le discours, c'est-à-dire de la science. Est-ce qu'elle nous dit la vérité de la beauté ? Est-ce qu'elle nous dit sûrement la vérité de quelque chose ? Est-ce que c'est la vérité de la beauté ? C'est un peu la discussion qui peut s'ouvrir. Je suis là pour la modérer ou l'animer selon le rythme qu'elle va prendre. Et donc, je reste peut-être là pour voir vos questions. Mais si vous avez des questions entre vous déjà ou des questions dans le public. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler ou sinon je... Il y en a là, oui. Je vais peut-être le faire passer s'il y a des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions mutuellement ? Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Vraiment comme ça vient. Je pense que c'est vraiment un débat très libre, où on a vu, juste pour refaire une remarque générale, hein, on a vu de l'interdisciplinarité contemporaine. Que veut dire contemporain ? Il y a à la fois l'épreuve du XXe siècle et la science contemporaine. Il y a l'histoire de la philosophie, de la religion, qui n'est pas non plus anodine. Donc on voit bien qu'on est dans une interdisciplinarité contemporaine tendue. Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte aussi des expériences négatives, par exemple, aussi pour évaluer à travers la science contemporaine notre rapport de vivant humain à des spectacles et à des visages ou à des formes. Enfin voilà, il y a vraiment une question contemporaine qui fait que sciences et lettres sont nécessaires. Ça m'a permis d'enchaîner une question. Comme quoi, la généralité... Oui, une question à Julien Renoux. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est que vous orientez vers une vision un peu moins utilitaire sur le plan évolutionnel de la beauté. Mais dans ce cas-là, comment la dimension de la pertinence évolutionnelle, de fitness, comment est-ce que vous pensez que justement la reconnaissance en tant que telle continue à être retenue et avec un tel degré de concentration parmi les individus de la même espèce et même entre espèces. C'est-à-dire pourquoi une telle rétention si forte de cette dimension beauté si l'utilité n'est pas particulièrement grande. Alors l'utilité, en effet, pour moi la beauté elle est relativement inutile en tant que beauté, mais ça ne veut pas dire que les mécanismes de fluence que j'ai décrits ici ne sont pas utiles. En fait, le plaisir, puisque c'est ça qui a été montré, on sait que la fluence est marquée hédoniquement, donc elle génère du plaisir, parfois indépendamment du désir, justement, parce que les deux peuvent être déconnectés. Donc la fluence produit un plaisir, indépendamment du désir, et ce plaisir, comme je disais, il a une fonction qui est, elle, adaptative à l'origine. C'est-à-dire qu'il est adaptatif, il est bénéfique de prendre du plaisir à acquérir de la connaissance, par exemple, sur son environnement, puisque ceci augmente, a des chances d'augmenter à l'échelle de la vie notre valeur sélective. C'est ce qui compte en biologie évolutive. Simplement, ce plaisir peut être détourné de cette fonction originelle. Et pour moi, on parle de beauté lorsqu'il y a détournement de cette fonction. Donc dans ce cas-là, ce plaisir n'est plus une adaptation. Il peut m'être contre-adaptatif. Un petit mot. Donc, est-ce que vous le comprenez en termes interactifs, c'est-à-dire un bénéfice au niveau de la population, un bénéfice social, pour ainsi dire, sur le plan de l'adaptation ? Non, je ne l'interprète pas au niveau de la population, puisque c'est vraiment une exploitation d'un signal. De la même manière, en fait, je n'ai pas développé, mais ça se prolonge en fait le concept d'exploitation de biais sensoriels, etc., qui est proposé pour expliquer l'origine des préférences, dans bien des cas, qui peut après continuer d'évoluer ou de coévoluer selon les mécanismes que j'ai décrits, de coévolution ou d'indicateurs de qualité, mais l'origine de la préférence, voilà, elle se produit bien souvent dans des biais sensoriels, c'est-à-dire elles sont là, c'est lié à l'architecture neuronale, etc., ou à d'autres adaptations. Et ce sont ces préférences qui sont exploitées. Voilà. Donc, pour revenir, c'est que un trait, un signal donc,
qui exploite juste cette dynamique de traitement de l'information, qui produit du plaisir en exploitant cette dynamique, au début, donc il peut relever uniquement pour moi de la beauté, mais après il peut se transformer en signal indicateur de qualité, etc., et avoir donc les deux processus coévolutifs qui soient mélangés en boucle et à un certain point indissociables. D'autres questions? Si je prolonge la discussion qui vient d'avoir lieu, j'avais une question aussi pour Julien, mais peut-être qu'il peut rejoindre aussi les exposés de Marie-Josée et de Vincent. Est-ce que cette déconnexion du beau, de la pratique ou de l'utile, est-ce qu'elle se traduit dans des comportements? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait appeler ça beauté? C'est-à-dire, vous dites, c'est pas juste... et surtout cette beauté qui passe par les processus plus complexes. Est-ce que c'est qu'il y a une contemplation, par exemple? Est-ce qu'elle n'est pas simplement utilisée, mais et juste... Et donc, du coup, par exemple, ça conduirait vers aussi la question de la réflexivité, et chez les humains, par exemple, de la contemplation à la connaissance, voire à la production de beauté pour être vue, et donc à cette sorte de beauté que nous créons pour la contempler. Est-ce que cette question du comportement, de tomber en arrêt devant le spectacle pour lui-même, fait partie de vos critères? Alors oui, j'aimerais bien... c'est difficile à étudier chez les animaux, notamment. Il y a Jean-Marie Schaeffer qui a écrit vraiment un superbe ouvrage, moi, je trouve, sur l'expérience esthétique, où il reprend notamment ce concept, il développe ce concept de fluence, il en montre aussi l'incomplétude, mais il en souligne les intérêts. Et lui, il souligne le cas des oiseaux, des bowerbirds, les oiseaux jardiniers, et pour lui, justement, il montre bien qu'il y a ce côté dépragmatisé, en fait, chez la femelle, qui est que, en fait, ce sont des oiseaux où le mâle, il organise une espèce de scène. Alors, il va chercher des fruits, etc. Il fait vraiment une décoration qui est très, très élaborée, qui sert à la reproduction. Il pose des fruits de couleurs différentes, côte à côte, etc. C'est vraiment une composition très élaborée. Et la femelle, il prépare même aussi des gradins pour la femelle. Le mâle, il va se mettre sur la branche pour anticiper ce que va voir la femelle et tout. Et la femelle, par contre, elle est là, elle regarde, elle ne fait que regarder. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas picorer les baies qui sont là. Donc elle ne les prend pas comme une source d'alimentation. Elle les prend comme voilà, un signal. Et donc là, il souligne qu'il y a sans doute une contemplation qui est donc quelque chose qu'il appelle lui aussi le cadre esthétique qui est déconnecté, qui est à l'intérieur du cadre, on va dire, pragmatique de la sélection sexuelle. Mais à l'intérieur, là, il se passe une expérience, un phénomène, selon lui, relève de l'expérience esthétique. Intéressant. Des questions? Oui. Merci pour faire passer le micro. C'est pour Vincent Delecroix. Je suis en train de lire un petit livre d'une Italienne qui s'appelle La langue géniale sur le grec. Et c'est un livre un peu aride, mais je trouve passionnant. Et j'ai découvert l'existence du duel. Donc il y a le singulier, le pluriel et le duel. Et en vous écoutant tous les trois, je me disais, est-ce que la beauté, pensez au duel, le duel c'est la paire, le couple, une relation entre deux personnes ou deux objets créés par l'auteur. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect que la beauté, c'est aussi la beauté de deux êtres qui ont une relation particulière? Est-ce qu'il n'y a pas une beauté spécifique au couple, que ce soit un couple d'oiseaux ou de personnes humaines, qui est dissociée de la beauté de chacun? Je ne suis pas sûr d'être la personne compétente pour vous. Pas pour vous parler des couples, mais de la beauté. Non, ce qui me paraît, pour en revenir d'ailleurs à l'allusion au banquet que j'ai fait tout à l'heure, comme vous le savez, il y a un très célèbre mythe qui est le mythe de l'androgyne, qui est raconté par Aristophane, lui-même un peu éméché, il faut bien l'avouer, et qui est pris de hoquet, c'est pas indifférent. Et en général, ce qu'a retenu sinon la conscience occidentale, en tout cas une certaine Vulgate, c'est que ce mythe-là est à la fois le mythe pur de l'amour
et de la beauté, c'est-à-dire de la relation esthétique dans l'amour. Or, le mythe de l'androgyne, c'est précisément ça, c'est le duel. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une entité parfaite, scindée, qui est scindée, et chacun recherche son autre moitié. Ce qui me paraît très important, c'est la manière dont ce mythe est mis en scène et tourné en dérision par Platon, enfin par Socrate, Platon. Et la manière dont, justement, cette espèce de fantasme de la réunion, de la relation quasi organique, voire de la refusion, ce fantasme est complètement déconstruit, précisément dans le mode de relation que décrit à son tour Socrate, ou plutôt Diotime, puisque c'est Diotime qui devient le porte-parole de Socrate. Et je pense que la manière dont c'est mis en scène dans le dialogue platonicien est particulièrement révélatrice de ça, justement. C'est-à-dire, méfiez-vous, au contraire. Méfiez-vous, si vous voulez penser, et Socrate ne fait rien d'autre que penser ce que c'est que l'amour du beau, méfiez-vous, justement, de cette espèce de fantasme de la relation à deux qui vise l'un. Et c'est quand même paradoxal de la part de Platon, pour lequel l'un est justement le principe suprême. Mais il y a là une espèce de torsion chez Socrate qui mérite l'attention, je pense, et qui complique considérablement ça. Une question ? Bonsoir. C'est une question qui s'adresse particulièrement à Madame Malice. Pour certains de ses poèmes, et dont certains aspects pourraient apparaître comme morbides, Baudelaire a été accusé de réalisme. Jugé, accusé de réalisme. Est-ce que vous pensez que sa démarche, ou ses descriptions, s'inscrivent dans une démarche de recherche de la beauté ou du sublime ? À vrai dire, vous savez, je ne suis pas tellement spécialiste de cette question, donc je ne vais pas être très rigoureuse dans ma réponse. En tout cas, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle est fidèle à ce que j'ai essayé de tracer, en effet. Je crois que quand la beauté essaie d'être dans une relation, fidèle, probe au réel, on peut se demander s'il est encore ce qu'on appelle la beauté, mais ce qu'on met sous le sceau plutôt du beau idéal, en fait. Je crois que c'est ça qui est compliqué, c'est que souvent on pense que la beauté est du côté du beau idéal. Or, je ne crois pas que ça soit la seule définition qu'on puisse lui donner. Et si on renonce à l'idée que la beauté est idéalisation, alors peut-être qu'on peut dire que ce qui est, comme chez Baudelaire, tentative de faire tomber les leurres, les fétiches, les simulacres, et de s'approcher au plus près de quelque chose d'autre qui est un autre type de jouissance ou un autre type de réel, peut encore être appelé beau. Je pense par exemple au tableau de Van Gogh, les Godillots, en fait. Je ne crois pas, par exemple, que ce tableau puisse être référé du côté du sublime. Il est ce que vous dites, c'est-à-dire il est une tentative de faire hospitalité à la réalité dans la peinture. Mais je crois qu'il est encore dans les coordonnées du beau, au sens où il est extraordinairement pacifique, et il ne propose pas l'expérience du sublime qui serait une expérience de débordement, de sensation d'être perdu ou d'effet dans quelque chose de plus vaste. Donc je crois que votre question nous permet plutôt de dire qu'on a trop tendance à envisager le beau sous la catégorie du beau idéal, en fait. Je le dirais comme ça. Je ne sais pas si je vous réponds. Oui, mais alors, pour prolonger, Marie-Josée, sur ça, en fait, si on prend en relation avec l'exposé de Julien, il y a une autre adversité, une autre tension, qui n'est pas avec le beau idéal, qui est avec le beau naturel, avec le plaisir biologique, vital, et qui fait que, est-ce que l'art humain, quand il peut jouer avec le plaisir esthétique au point de passer par la vérité de ce qui n'est pas beau,
donc au point de produire chez nous une sensation esthétique délibérément de souffrance, en fait. Et vous avez dit d'ailleurs que vos spectateurs vous reprochent parfois qu'ils ne prennent pas de plaisir, justement. Est-ce que la difficulté, c'est pas de lutter avec le beau idéal, mais lutter aussi avec le plaisir biologique, c'est-à-dire... et du coup, d'affronter une émotion esthétique qui pourrait être négative, ou qui pourrait être passée par la négativité du... Ça fait que l'art contemporain a fait l'épreuve aussi d'une émotion esthétique négative ou critique. Oui, parce que, en effet, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'on est là pour montrer ce qui ne saurait être vu, dire ce qui ne saurait être entendu, on voit bien qu'en effet, il y a un trouble, une effraction qui est faite au principe de plaisir entendu comme homéostase, c'est-à-dire faire en sorte que rien ne m'arrive qui ne soit qu'agréable, en fait. Donc s'il faut faire, une percée, il faut faire une trouée, il faut introduire ce qui est absenté de la situation. Et de fait, ça va provoquer ce qu'on connaît, à savoir le sentiment soit de perdre ses repères, soit carrément d'être livré à une expérience désagréable, inconfortable, irrecevable. Et en effet, je pense que oui, vous avez raison de dire que ce que l'art fait, parce qu'il n'y a pas que l'art contemporain qui le fasse. Non, bien sûr. Ce que l'art fait, après tout, c'est l'introduction d'une chose nouvelle, en fait, d'une chose qui n'était pas là, en fait, et qui donc provoque une violence comparable, d'ailleurs, à la violence que provoque l'arrivée d'une vérité, en fait. Vincent, tu veux rebondir là-dessus ? Je ne veux pas parasiter vos propos, mais simplement revenir, prolonger ce que vous dites, notamment pour ce qui est de Baudelaire. En général, on considère que non seulement l'esthétique de Baudelaire, mais d'une certaine manière l'invention de l'art moderne chez Baudelaire, en tout cas de l'art poétique moderne chez Baudelaire, c'est la charogne, c'est-à-dire le poème sur le lait et sur justement ce qu'on ne veut pas voir, sur le périssable. Alors là, d'une manière spectaculaire, et je pense que ça dénote particulièrement le point focal où la communauté de nos trois exposés ou de nos trois paroles. Ce qui est frappant, c'est le rapport entre la constitution, non pas simplement des critères de la beauté ou des canons de la beauté, mais le rapport entre la production de la beauté et l'environnement. Et en particulier, chez Baudelaire, c'est particulièrement sensible, parce qu'il est le peintre de la vie moderne. C'est-à-dire qu'il invente un beau qui correspond à ce qu'a bien vu Benjamin, qui correspond à certaines expériences qui sont proprement historiques, qui sont proprement modernes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un beau détaché de ces expériences. Et je pense que c'est aussi ce que montrent les expériences qu'on a vues. C'est-à-dire le fait que l'environnement, c'est pas simplement un environnement naturel, c'est un environnement historique et un environnement socio-historique. Et que la production ou le refus du beau idéal, par exemple, correspond effectivement à un type d'expérience de la modernité. Le fait que non seulement le lait devienne l'objet de l'œuvre d'art, mais que la beauté soit fragmentaire, qu'elle soit par éclat, qu'elle soit, comme chez Baudelaire, qu'elle soit tombée dans la boue. Voilà, c'était simplement pour compléter ça, parce que ça me paraît convergent. Bon, le seul reproche, c'est Vincent qui a dit le mot de la conclusion qui synthétise parfaitement.